Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, j'accueille une femme vraiment extraordinaire, autant par sa personnalité que par ses exploits sportifs. C'est vraiment une des interviews qui m'a le plus inspiré. Je pense que je ne réalise toujours pas la chance que j'ai eue de rencontrer une personne avec autant de qualités. Les premières qui me viennent en tête sont le courage, le professionnalisme, la confiance en soi, mais aussi la générosité, la sympathie et l'humilité. Cette personne, c'est Marie-Amélie Le Fur. Pour te la présenter, je pourrais te dire tout simplement que c'est la sportive française paralympique la plus titrée en athlétisme. Elle prépare ses 4e Jeux pour Tokyo, mais c'est aussi une personne qui s'est engagée énormément auprès de différentes associations. Maintenant, elle est aussi directrice du comité paralympique français. Autant vous dire que Marie-Amélie ne compte pas ses heures et qu'elle déborde de générosité. J'ai vraiment adoré cette interview parce que nous avons abordé énormément de sujets, que ce soit le handicap, les accidents, mais aussi la préparation sportive, la préparation mentale et la façon dont Marie-Amélie s'est entourée. Je vous recommande vivement d'écouter ce podcast jusqu'au bout et que vous n'en manquerez pas une miette parce que vraiment il y a beaucoup de choses à en tirer. Juste avant de commencer, j'ai 2 petites précisions. Vous le savez très bien, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende et remonte dans les classements. Si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner, à en parler autour de vous, mais aussi à mettre des étoiles sur iTunes et Apple Podcasts, ça m'aide vraiment énormément. Et enfin, je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez toutes les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours ou me suggérer des invités. Allez, trêve de bavardage et on se retrouve sur la piste avec Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans ton bureau à l'INSEP aujourd'hui. Comme je te disais, je suis toujours aussi ému en revenant ici. C'est un peu la terre promise pour tous les sportifs français. Ça fait quelques mois que tu travailles ici, depuis que tu es devenue présidente du comité paralympique. On y reviendra parce que j'ai beaucoup de questions à te poser justement sur ta mission et sur le travail que tu fais aujourd'hui. Mais avant tout, je commence toujours par la même question, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Alors, mon premier souvenir sportif n'est pas forcément un très bon souvenir. En tout cas, vraiment, de ce que je me souviens des événements, ça va être le souvenir d'un cross qui avait été absolument horrible, où il faisait froid. Et je me souviens d'être tellement gelée à l'arrivée que pour monter sur le podium, mes parents m'avaient acheté un chocolat chaud pour me réchauffer les mains. Voilà. Donc, je me souviens finalement de cette course qui s'était très bien passée. Mais j'étais tellement gelée qu'en fait, j'ai passé mon temps à pleurer sur le podium parce que j'arrivais pas à me réchauffer. Et finalement, c'est ce qui fait aussi la beauté de l'athlé, c'est qu'il y a des belles saisons estivales où on a chaud. Ouais. Et il y a cette saison des crosses où on est dehors, où il pleut, on est dans la boue. Mais voilà, c'est aussi la magie du sport que j'aime. D'accord, ok. Mais c'est très original ça comme premier souvenir. J'aime beaucoup. Et du coup, tu as commencé relativement tôt l'athlétisme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as découvert ce sport ? Alors moi, j'ai découvert l'athlétisme il y a effectivement un bon nombre d'années puisque j'ai commencé à l'âge de 6 ans et j'ai commencé tout simplement parce que ma grande sœur voulait absolument faire de l'athlé, qu'elle voulait pas forcément en faire toute seule. Donc je m'en souviens, elle m'a demandé de l'accompagner, chose que j'ai faite. Et même si la première année a été un petit peu compliquée, il correspondait pas forcément à ce que j'attendais. Derrière, mes parents m'ont encouragée à continuer. Et puis, j'ai découvert le plaisir de ce sport, le bonheur de le pratiquer. C'est un sport qui est facilement accessible en termes de moyens de disponibilité. Et surtout, le lien social qu'il me procurait faisait que j'étais vraiment heureuse et que j'attendais avec impatience les entraînements. Ok, tu parles de lien social ?
qu'est-ce que tu entends par là? C'est l'entente avec les autres sportifs, les coachs, le public, déjà, je sais pas. Ouais, en fait, on parle souvent de l'athlète comme un sport individuel. Ouais. C'est certes un sport où la performance se réalise seule, on est seul sur la piste, mais pour autant, lors des entraînements, lorsque l'on cherche à créer la performance, il y a de l'interaction avec le coach, il y a de l'interaction avec les autres personnes du groupe d'entraînement. Et moi, quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais un groupe d'entraînement de jeunes qui n'étaient pas scolarisés dans le même établissement que moi, mais qui étaient véritablement mes amis. Et j'avais besoin de ce temps de partage avec eux, de m'amuser, de voir le sport comme un jeu à leur côté. Donc vraiment, pour moi, l'athlète n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif, mais qui se pratique individuellement le jour de la compétition. D'accord, c'est très bien dit. J'avais jamais pensé le voir comme ça en tout cas, mais je suis tout à fait d'accord. En tout cas, il y a beaucoup je trouve, d'émulsion entre les athlètes. Enfin, il y a plusieurs disciplines, il y a beaucoup d'entraide, et finalement, ce qu'on peut apprendre dans une discipline, on peut le retoucher dans d'autres. Et toi, justement, vu que maintenant tu pratiques toujours dans plusieurs sports. Enfin, il me semble que tu prépares Tokyo uniquement en longueur. Dis-moi si je me trompe. Très vite, tu avais des prédispositions un petit peu pour le sprint et le saut en longueur. Alors, des prédispositions très rapidement, oui, mais pas du tout sur le sprint et la longueur. D'accord. En fait, sur le cross, sur le demi-fond, donc j'étais plutôt, de par ma morphologie et mon système de fonctionnement, je suis plutôt une coureuse de demi-fond, 800, 1500. Et c'était plutôt sur ces disciplines-là que je me prédestinais à l'adolescence, avec un très bon temps sur le 1000 mètres lorsque j'étais minime, déjà détecté et repéré par les instances régionales et interrégionales. Malheureusement, en fait, quand je suis arrivée dans le mouvement paralympique suite à mon accident, j'ai eu un choix à faire. Soit je choisissais de rester sur les disciplines qui sont mes disciplines de cœur et pour lesquelles, en fait, je suis douée naturellement, le 800, le 1500, mais je devais me cloisonner au championnat de France. Soit j'acceptais de passer sur des disciplines que je connais moins, que je maîtrise moins, et donc par extension que j'aime moins, parce qu'on aime moins les disciplines où on est moins bon. Ça, c'est aussi une forme de réalité, hein. Mais il y avait cette opportunité d'aller au jeu, de pouvoir briller au jeu, de pouvoir vivre cette aventure humaine que sont les jeux. Donc finalement, je me suis dit que c'était une mise en parenthèse de cette discipline que j'aime, du 800 mètres, et d'aller tenter une nouvelle aventure pendant quelques années sur le 100 mètres, le 200 mètres, et puis à partir de 2006 sur le saut en longueur. Ouais. Et voilà, et au fil du temps, finalement, le mouvement paralympique a évolué. Pendant 2 années, nous avons eu la chance de pouvoir courir au niveau féminin dans ma catégorie de handicap sur le 400 mètres. Donc, brèche dans laquelle je me suis engouffrée. Et là, pour des raisons de réalité, par rapport à mon âge, par rapport à mon parcours, par rapport aussi au niveau international, j'ai décidé pour Tokyo, effectivement, d'être uniquement concentrée sur le saut en longueur. Mais c'est une discipline qui est complexe, qui est difficile, qui me challenge, et finalement, je pense que c'est aussi ce que je recherche dans le sport. Ok, c'est la première fois que j'entends presque, de se laisser guider un petit peu autant par l'opportunisme ou le désir de vouloir faire les jeux. Tu as parlé très brièvement de ton accident. Est-ce que juste après, tu as tout de suite repensé à refaire du sport et moi, j'ai cru comprendre que ton entourage t'avait énormément aidé. Et comment s'est fait ta réathlétisation, on va dire, entre guillemets, même si on ne peut pas vraiment appeler ça comme ça, quand c'est très jeune. Comment ça s'est passé d'ailleurs ? Alors moi, donc, il faut savoir qu'au début, sur les premiers jours, j'ai gardé ma jambe, puisque l'idée des médecins était vraiment essayer de me sauvegarder dans mon entièreté physique. C'était des moments très compliqués, avec beaucoup de souffrance, et surtout avec une porte de sortie qui était celle que je ne remarcherai jamais normalement, et donc que je ne referai jamais de sport. Donc forcément, quand 2 jours plus tard, on m'annonce que je vais être amputée, il y a une forme de soulagement, et tout de suite, le fait de pouvoir se dire, un jour, je pourrai recourir. Donc c'est quelque chose que j'ai formulé, je pense, le lendemain de mon amputation à mes parents. Okay. Je leur ai pas dit, je vais être championne paralympique. Je leur ai juste dit, un jour, j'ai envie de recourir. Donc mes parents, finalement, se sont raccrochés
à cette dynamique très positive que je présentais au travers du sport. On commençait à rechercher des informations, comment faire, avec quel matériel, où est-ce qu'on pouvait faire, vers qui il fallait se rapprocher, de qui il fallait se rapprocher, parce que c'était en fait pour nous un moteur pour s'en sortir et pour voir du positif dans cette situation assez complexe qui avait totalement bouleversé notre vie. Et puis après, en fait, le sport est arrivé petit à petit. Dans un premier temps, dans le centre de rééducation, où on réapprend la marche, où on fait un petit peu de natation parce que ça permet de s'alléger du poids de corps et finalement de comprendre dans un nouvel environnement comment fonctionne ce nouveau corps. Parce que voilà, il y avait un membre en moins, parce que le corps fonctionne différemment. Donc tout ça, il faut s'y habituer. Et puis après, à la sortie du centre, ça a été repris par mes instructeurs pompiers où on a continué cette rééducation en piscine pour, à partir du mois de juillet-août, voilà, reprendre petit à petit l'activité athlétique, monter en puissance et puis pouvoir rêver quelques années plus tard de participer aux Jeux paralympiques. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que même si j'ai eu l'envie et l'ambition tout de suite, j'ai pas brûlé les étapes. C'est-à-dire que j'ai d'abord maîtrisé mon nouveau corps, j'ai maîtrisé les gestes du quotidien, j'ai réappris à marcher, à monter les escaliers, et après seulement j'ai appris à courir. Voilà. Donc ça s'est fait effectivement très rapidement, mais on a validé les étapes les unes après les autres. Et ça c'est essentiel. Mais c'est un message qui est revenu plusieurs fois sur ce podcast. Exceptionnellement, la semaine dernière, j'ai enregistré avec un ami, Sébastien, qui est un ancien obèse et qui maintenant se lance des défis et il fait des triathlons très très longue distance, des Ironman, ce genre de choses. Et il avait le même message que toi, c'est je n'ai pas brûlé les étapes, même si je voyais le bout de la piste très loin. Donc je trouve que c'est un message qui revient souvent et il me touche beaucoup. Je vais profiter un petit peu de ce moment-là, puisque tu parles de ça. Une question que je voulais vraiment te poser, et je me sentais un petit peu bête de la poser, mais en fait, personnellement, j'ai eu 2 fois dans ma vie des amis qui ont eu des accidents très graves. Un qui a été amputé, l'autre qui a choisi de ne pas l'être, et qui effectivement aujourd'hui marche avec toujours des douleurs, des difficultés. Et en fait, je m'en veux en tant qu'ami, parce que j'ai jamais su bien réagir. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un de tes combats, enfin en tout cas un message que tu essayes de faire passer. Et du coup, ma question, elle est, si je peux la formuler ainsi, c'est comment est-ce qu'il faut réagir et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour aider quelqu'un, et surtout quand on est son ami ou tout simplement dans son entourage. En fait, c'est très très compliqué de répondre à cette question de la posture de l'entourage, parce que ça va dépendre de la personne, ça va dépendre du lien, ça va dépendre de l'interaction qu'il y a entre la personne nouvellement handicapée et la personne que l'on est. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire et ce que je conseille de faire, c'est d'être présent aux côtés. Voilà, c'est tout bête comme réponse, mais l'idée n'est pas forcément d'être proactif, l'idée n'est pas forcément de proposer des choses, l'idée n'est pas forcément de bousculer la personne, mais en tout cas d'être là pour être une personne qui peut écouter, une personne qui peut simplement entendre ce que la personne handicapée a besoin de dire, la questionner. Je pense que ça, c'est aussi important, c'est questionner finalement la personne en situation de handicap sur ses souhaits, sur ses envies, sur ses besoins du moment. Et même si au début de l'accident, on trouve pas forcément les réponses, le fait d'en parler fait du bien. Ça libère, ça permet d'avancer. Et en tout cas, voilà, c'est être présent et laisser du temps. Parce que chaque personne a sa temporalité de deuil. Il y a des personnes pour qui ça va prendre quelques semaines. Il y a des personnes pour lesquelles cela peut prendre des années. Il faut l'entendre, il faut être patient. Et de temps en temps, je pense qu'il faut savoir aussi challenger la personne quand on sent qu'elle va pas sur la bonne voie. Et l'idée, est de la ramener pour lui faire comprendre que la vie n'est pas forcément injuste, la vie est juste difficile, et que toutes les épreuves qu'on nous impose, ce ne sont pas forcément de mauvaises épreuves, c'est simplement des épreuves qui nous forgent et qui doivent nous rendre plus forts. Et une fois qu'on l'a compris, on arrête de se battre, on arrête de combattre, et finalement on finit par avancer et devenir quelqu'un de meilleur, en tout cas avec des compétences complémentaires. D'accord. J'ai vu aussi que dans ton travail, tu essayes beaucoup de montrer ce qu'il est possible de faire malgré un handicap. Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent, en fait, le fait de montrer? Il me semble que toi, tu avais vu assez rapidement des sportifs handisport courir et tu t'étais dit, ah bah, moi aussi, je peux le faire.
c'est quelque chose que tu préconises aussi, de montrer l'exemple et de même si moi à titre personnel, effectivement, je peux montrer que de l'empathie, mais est-ce que c'est le fait de montrer peut-être d'autres personnes et de les faire, organiser des rencontres, c'est quelque chose qui peut aider aussi beaucoup? Effectivement, cette notion de l'exemple ou du fait de pouvoir partager avec quelqu'un qui a le même quotidien, qui a la même pathologie, le même handicap, permet d'ouvrir ce champ des possibles. Parce que dès l'instant qu'on tombe dans la situation de handicap, on a tendance soi-même à regarder, mais l'entourage a souvent tendance aussi à nous ramener à tout ce qu'on a perdu, à tout ce qu'on ne peut plus faire. Et pour autant, c'est pas forcément qu'on ne peut plus le faire, c'est qu'on le fait simplement différemment. Et ça, il faut l'accepter. Et le fait de voir des champions paralympiques réussir dans le sport, le fait de voir des personnes en situation de handicap intégrées dans l'entreprise avec de hautes fonctions, le fait de voir des personnes en situation de handicap dans le milieu culturel sont valeurs d'exemple et permettent finalement d'ouvrir le champ des possibles et d'arrêter dans cette société française d'avoir des personnes en situation de handicap qui se mettent des barrières. Voilà, l'idée, au travers de ces exemples, c'est de limiter les barrières qui vont être mises par les personnes en situation de handicap, éviter l'autocensure, parce que j'ai envie de dire que la société nous censure déjà assez suffisamment comme ça, et rien ne sert de se rajouter des barrières. Donc je dis pas que c'est simple, je dis pas que tout le monde peut y arriver, mais en tout cas, voilà, pour moi, le champ des possibles, il est ouvert, et je pense qu'actuellement, il n'est pas totalement exploré dans le champ du handicap, et qu'on peut faire bien plus de choses qu'on ne le pense en réalité. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il y a on a encore des efforts, et il en tient à chacun, je trouve, personnellement, tu vois, de se prendre aussi en main et de faire les choses même dans son petit périmètre et avec son entourage. Donc, je note soigneusement tes conseils et je vais essayer de tout faire pour avoir un comportement exemplaire. Si on revient un petit peu sur le sport, c'est allé très très vite après ta reprise dans le sport. Je crois qu'en 2006, tu vas au championnat du monde et tu ramènes 3 médailles déjà. Là, à ce moment-là, je veux dire, comment ça a pu aller si vite? Est-ce que tu réalises à quel point c'est extraordinaire à ce moment-là? Effectivement, pour moi, c'est aller vite, l'accession au très haut niveau, au fait d'être médaillé en élite. Comment ça s'explique? Il y a 2 choses. La première, c'est j'avais déjà un passé sportif, donc des bases solides de préparation qui m'ont permis finalement de reprendre et de savoir déjà ce que c'était de l'investissement de haut niveau, de l'entraînement, et de pouvoir travailler mes premières performances simplement sur des acquis que j'avais depuis de nombreuses années. Et la deuxième chose, c'est une forme de réalité, c'est que le mouvement paralympique et le niveau paralympique de 2006 n'est pas du tout celui qu'il est actuellement. Le niveau était différent, il était plus faible, la densité n'était également pas la même. Donc maintenant, pour accéder au niveau paralympique, cela prend plus de temps parce que le milieu est plus structuré, parce qu'il y a beaucoup plus d'athlètes professionnels, et c'est pour ça que maintenant, accéder aux Jeux paralympiques et aux médailles prend beaucoup plus de temps auprès des jeunes, parce que le niveau de performance et d'investissement qui est demandé n'est pas celui qu'il l'était pour l'époque 2004, 2006 ou même 2008. D'accord, ok, je comprends mieux. Et si tu commences à gagner du coup sur le 100 mètres, le 200 mètres, 400 mètres, le saut en longueur, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler, c'était que c'est les mêmes disciplines que Carl Lewis. Et j'imagine qu'on a déjà fait la comparaison. Est-ce que c'est alors je sais pas, du coup ça amène la question, est-ce qu'il y a d'autres sportifs qui t'ont inspiré? C'est pas forcément Carl Lewis, parce qu'en plus il y a eu quelques scandales un petit peu après sur lui, mais c'était qui un petit peu les personnalités qui te donnaient envie et ceux qui t'inspiraient à l'époque? Alors, j'ai jamais fonctionné avec des modèles ou des choses comme ça. Après, forcément, il y a des noms qui ont marqué mon enfance, comme Haïlé Gebrselassie ou Hicham El Guerrouj sur le demi-fond. Après, des athlètes dont j'ai beaucoup entendu parler quand j'étais jeune et que j'ai été très heureuse de rencontrer, parce qu'en fait, finalement, ça m'a permis
de la petite fille qui rêvait de ces grands noms-là, de devenir une athlète qui voit que ces sportifs ont des valeurs. Et quand je parle de ces personnes-là, je pense notamment à Marie-Josée Pérec et Stéphane Diagana, qui sont pour moi vraiment des très très grandes figures de l'athlétisme et surtout des sportifs qui ont de très belles valeurs avec lesquelles j'ai eu l'occasion de partager des moments privilégiés. Et voilà. Et finalement, de cet enfant qui rêvait avec des petites étoiles dans les yeux de leur performance, et ben maintenant, c'est des gens avec lesquels je peux côtoyer. J'ai eu l'occasion de commenter les championnats d'Europe aux côtés de Stéphane Diagana. Donc, c'est des moments qui sont magiques et qui, finalement, contribuent à l'épanouissement de la sportive de haut niveau que je suis. Parce que il n'y a pas que sur le terrain sportif, il n'y a pas que le fait de créer de la performance, il y a aussi le fait d'humaniser, finalement, cette performance au travers de très, très belles rencontres que l'on peut faire dans le sport. Ouais. Mais ça me fait rebondir sur une phrase que tu as dit. Je te cite. Tu me diras si je me trompe. Les gens se souviennent des médailles. Moi, je me souviens des émotions, des moments et des personnes. Du coup, tu as parlé de certaines personnes, de certains moments. C'est quoi les émotions qui t'ont marqué un petit peu plus que d'autres et des moments qui t'ont marqué Il y a plusieurs moments qui ont marqué ma carrière, mais encore une fois, il y a le geste sportif, mais c'est surtout en fait ce moment de partage qu'il y a derrière. Donc un des plus vieux souvenirs que j'ai et qui est un des souvenirs les plus marquants, c'est 1 an après mon accident, lorsque je fais le championnat de France de cross-pompier en 2005, que je termine 2e et finalement sur le podium, voilà, il y a tous ces gens, tous ces pompiers en fait qui m'ont aidé à me reconstruire. Il y a ma famille, il y a mes proches et les gens qui applaudissent et je n'ai pas gagné cette course. Ce n'était en plus qu'un championnat de France et pour autant c'est un podium sur lequel j'ai pleuré, le seul podium sur lequel j'ai pleuré parce que l'émotion était belle, parce que tous les gens qui m'entouraient à ce moment-là étaient les vecteurs de ma reconstruction. Donc ça, c'est vraiment un très très beau souvenir sportif que j'ai dans ma carrière. Après, forcément, le premier titre paralympique à Londres restera un moment forcément magique parce que c'est le premier titre, parce qu'il y avait une forme d'incertitude, parce que je me souviens avoir passé de longues minutes à essayer de trouver ma famille dans le stade, ce que je n'arrive pas à faire parce qu'il y a juste 80 000 personnes et que c'est impossible de retrouver sa famille dans ces moments-là. Il y a le moment de partage avec le staff. Voilà, ça c'est vraiment des moments magiques parce qu'on transmet du bonheur. Et puis le dernier grand souvenir qu'on a eu, mais qui est aussi teinté à la suite d'un moment très très difficile, c'est le franchissement de la barrière des 6 mètres en saut en longueur lors des championnats d'Europe à Berlin en 2018, après une saison qui a été très compliquée pour moi pour des raisons personnelles. Et finalement, c'est de montrer encore une fois à quel point le sport est puissant. Il est puissant pour unir les gens, il est puissant pour transmettre des émotions, pour transmettre du bonheur et pour se reconstruire. Donc voilà, c'est 3 moments vraiment très très marquants de ma carrière. Merci beaucoup de les avoir partagés. En tout cas, c'était plein d'émotions. Et tu as cité ton staff. Est-ce que moi je suis persuadé en tout cas qu'on ne réalise jamais un exploit tout seul, et du coup de qui tu t'es entouré grosso modo dans ta carrière, que ce soit des coachs, des médecins, des nutritionnistes, des mentors, je sais pas. Est-ce qu'on peut leur rendre hommage rapidement ? Je pense que c'est essentiel de leur rendre hommage parce que c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, l'athlète, je l'aborde pas comme un sport individuel. C'est vraiment tout un écosystème autour de moi qui me permet de générer de la performance. Donc, dans cet écosystème, il y a forcément ma famille, mes amis qui sont des personnes essentielles. Il y a les partenaires parce que sans le soutien des partenaires, à la fois soutien financier et humain, on n'avance pas, on se relève pas. Et quand il y a des moments difficiles, on est un petit peu seul. Et les partenaires servent vraiment à ça, à nous accompagner et à avoir finalement ce petit souffle d'humanité qui fait que tous les jours on arrive à se lever pour aller à l'entraînement. Je suis pas forcément très proche du corps médical, mais il y a un médecin qui a beaucoup compté pour moi dans ma carrière, qui est Vincent Detaille, puisqu'il m'a aidé à sauver mes Jeux de Rio, comme je me suis gravement blessée avant les Jeux de Rio. Donc c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance et qui va m'accompagner encore actuellement, voilà, dans les moments un petit peu difficiles. Et puis après, il y a un écosystème essentiel qui est celui des coachs. Donc moi, j'ai la chance d'avoir été entourée pendant des années par un coach, un seul et unique jusqu'en 2014,
qui est Cyril Niveau, qui était mon instructeur chez les sapeurs-pompiers, qui m'a accompagné de façon solitaire sur les 2 premières Paralympiades, voilà, avec les connaissances qu'il avait, en montant en compétences petit à petit sur le mouvement paralympique, sur le fait de porter une prothèse. Et puis pour les Jeux de Rio, on avait décidé d'apporter des compétences complémentaires avec un coach de longueur qui est Jean-Baptiste Souche, qui est référent national des sauts pour la Fédération Handisport, un préparateur physique, Steven Huette, et un préparateur mental, parce que on a beau gagner des médailles, on peut se rendre compte que mentalement, on n'est pas si fort que ça et que on a vraiment besoin d'être accompagné. Et j'ai eu la chance de trouver en Mathieu Benoît quelqu'un qui m'a accompagné au quotidien et qui a su finalement faire lever des difficultés que j'avais au niveau mental et de vraiment me faire progresser. Et je pense que c'est grâce à lui que je suis repartie sur 2020. Voilà, je pense que sans lui, j'aurais arrêté ma carrière à Rio. D'accord, quelle belle équipe en tout cas, ça donne envie, c'est vraiment une équipe de rêve. Et d'ailleurs je voulais juste un petit peu sur le point de vue, sur la partie un petit peu technique, comment est-ce qu'on s'entraîne quand on est multidisciplinaire, quand tu dois alterner entre la longueur, le sprint, comment est-ce que tu organises ta semaine? Après, je te demanderai un petit peu tes tips de productivité parce que je vois que tu es sur tous les fronts et je suis un petit peu jaloux parce que j'arrive pas à mettre autant de choses dans mes journées. Mais déjà, vis-à-vis du sport, comment est-ce que tu t'organisais quand tu avais les deux sports à 100%? En fait, il y a une forme de complémentarité dans le sprint et la longueur. Donc ça, c'est l'avantage entre du 100, 200 et de la longueur. Voilà, on va travailler sur la même filière musculaire. En musculation, on va être à peu près sur les mêmes groupes musculaires. Et finalement, ce que moi j'aimais aussi dans le fait de faire ces 3 disciplines, c'est que c'était une forme de complémentarité et ça apportait un côté ludique. C'est-à-dire que quand je faisais la séance technique longueur, c'était un petit peu différent, ça apportait de la nouveauté. Et ça fait du bien parce que les semaines vont s'enchaîner, même si c'est pas tout à fait les mêmes séances, il y a quand même une forme de rengaine qui s'installe au fil du temps. Et pour moi, la longueur était ce côté un petit peu plus ludique, qui permet de s'évader. Après, c'est vrai que l'arrivée du 400 a un petit peu perturbé le système parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même filière, parce que là, on va aller plutôt sur la filière lactique qui va être un peu pas en contradiction, mais moins complémentaire de ce que je pouvais faire sur le 100 mètres et l'explosivité de la longueur. Mais pour réussir au 400, en fait, on s'est simplement basé sur mes qualités de base. On a simplement cherché à exprimer quelque chose qui était toujours en moi et on est plus parti des acquis. Après, je pense que si on avait voulu sur Tokyo repartir sur le 400, aurait fallu faire un choix entre le 100 et le 400. Voilà. Ouais. Donc, on n'a pas eu à le faire puisque le comité international l'a fait pour nous et a supprimé le 400 mètres. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de trouver cette forme de complémentarité. Après, c'est une question d'organisation dans la semaine. Donc il y a plusieurs muscu, entre 4 à 5 séances de musculation par semaine, des séances d'aérobie, des séances de technique, des séances physiologiques. Voilà, chaque timing à son jour de travail. Ça représente entre 18 et 25 heures d'entraînement par semaine et qu'il faut concilier avec un emploi puisque moi, je travaille depuis 2013 à côté de mon sport. Donc, tout est une question d'organisation et de planification, on va dire. Ouais, on va en parler justement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et surtout avec toi parce qu'en regardant différents documentaires et différentes interviews que tu avais données, il me semble qu'il y a une année où tu n'as pas travaillé à côté et tu as dit que c'était peut-être l'année la plus dure et qu'il te manquait quelque chose dans ton activité. Tu donnes aussi énormément au milieu associatif, tu es très généreuse de ton temps, la preuve en est aujourd'hui d'ailleurs. Comment est-ce que tu t'organises justement au quotidien et est-ce que tu as des petits conseils de productivité ou est-ce que tu as ta petite routine d'organisation que tu pourrais nous partager? Alors, effectivement, j'ai eu une saison dans ma carrière sportive qui est la saison 2011-2012 où je n'ai pas travaillé. Alors, je ne sais pas si ça a été le plus dur pour moi ou pour mon entourage, sincèrement. D'accord. Parce que c'était idéal, en fait, en termes de préparation. Je ne faisais que m'entraîner, manger, dormir. Voilà, j'étais 100% concentrée sur ma préparation sportive. Le seul problème, c'est que je n'avais pas de soupape pour gérer la pression. J'étais
obligée de réussir les Jeux de Londres, tellement en fait j'étais conditionnée dans ce modèle-là et que je n'avais pas du tout d'exutoire à la pression. Je ne pensais et je ne mangeais que sport tous les jours. Je pense que c'est devenu très difficile sur la fin pour mon coach, parce qu'à l'époque j'avais pas de coach mental, donc c'était lui qui faisait un peu la soupape, et très difficile pour les personnes qui m'entouraient au quotidien, et notamment pour mon mari, où je devenais vraiment très très exigeante. Donc ce n'était pas simple, donc c'est pour ça qu'on a fait cette décision finalement de se mettre un peu en danger en 2013 et d'avoir une activité professionnelle à mi-temps à côté. Ouais. Pour qu'il y ait cette soupape de décompression, pour socialement ne pas exister que au travers du sport, pour diminuer un petit peu cette obligation de réussite, même si le challenge sportif était toujours aussi grand. Et puis aussi pour pas être dans l'incertitude de l'avenir et finalement avoir une sorte de porte de sortie quoi qu'il arrive dans le sport. Et ça m'a fait du bien, même si la première année ça a été très compliqué parce qu'il a fallu trouver un rythme, parce que la fatigue à gérer était très complexe. Mais petit à petit, on a trouvé ce rythme-là qui correspondait à ce que l'entreprise attendait de moi et qui correspondait à ce que le coach attendait en termes de performance. Donc c'était un bel équilibre qui a nécessité forcément de faire des sacrifices sur du kiné, sur de la récupération, mais qui permet de se concentrer sur l'essentiel et d'avoir cet exutoire mental qui me permet moi en tout cas de mieux gérer la pression. Après, j'ai pas forcément de secret. Je pense que je suis quelqu'un qui compte pas ses heures, forcément, ça c'est une chose, qui accepte de faire confiance aux gens qui l'entourent et donc de déléguer certaines choses. Et puis après, j'agis par passion et par priorisation. Donc, faut aussi savoir malheureusement dire non. Et de plus en plus, je dois dire non à mes engagements associatifs, parce que c'est vrai que j'en ai fait pendant de nombreuses années. Actuellement, l'emploi du temps me le permet moins, mais ça, c'est quelque chose qui m'a épanouie pendant de nombreuses années, que j'arrivais à faire plus facilement coïncider avec mon emploi du temps avant, mais désormais c'est un petit peu plus complexe. Ouais, après, t'as juste un petit peu déporté le problème, puisque du coup, comme je le disais au tout début, tu es devenue présidente du comité paralympique. Juste avant de détailler un petit peu ton rôle, est-ce que tu peux expliquer le rôle de ce comité, quel est son but, quelle est sa mission, et après nous dire du coup comment toi tu y participes en tant que présidente. Donc le comité paralympique et sportif français a plusieurs grandes missions. La première est d'emmener et de sélectionner la délégation qui partira aux différents Jeux paralympiques, les Jeux paralympiques d'été et les Jeux paralympiques d'hiver. Et finalement, au moment des Jeux, de créer pour cette délégation des sportifs français le meilleur cocon de réalisation de la performance. Donc ça, c'est sa première mission. En tant que comité paralympique, c'est l'organe national qui va discuter avec les instances internationales, que sont l'IPC, donc qui organise les Jeux paralympiques, et l'EPC, qui est le comité européen. Et on a aussi un rôle vraiment de fédérer l'ensemble des fédérations membres, fédérations qui ont la délégation, c'est-à-dire qui s'occupent du public en situation de handicap dans leur fédération, mais également des nouvelles fédérations qui arrivent, qui n'ont pas forcément vocation à délivrer des titres de champion de France ou à emmener des athlètes aux Jeux, mais qui ont envie de s'investir dans la pratique des parasports et de développer le sport pour les personnes en situation de handicap. Donc on a actuellement 39 fédérations membres qu'il faut accompagner, qu'il faut conseiller sur différents champs, le champ médical, le champ de la classification, le champ du développement, le champ de la haute performance. Et l'idée est de donner en fait une même coloration, une même identité à ces différentes fédérations pour favoriser le rayonnement des parasports sur le territoire français. D'accord, ok. Donc c'est une très vaste mission et c'est un beau chantier, il doit y avoir beaucoup à faire. J'imagine que tu t'ennuies pas du tout. Et c'est un nouveau challenge. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté cette proposition alors que tu es encore athlète et de diriger justement peut-être vers ce que certains pourraient dire un métier plus bureaucratique? J'aime pas ce terme, mais voilà, qu'est-ce qui t'y a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie de relever ce nouveau challenge? C'est vrai que je m'y attendais pas du tout, puisque en fait,
toute l'aventure a commencé par un coup de fil d'Emmanuelle Assmann, qui était la précédente présidente du Comité paralympique et sportif français, qui a fait 5 ans de mandat, qui a construit vraiment, j'ai envie de dire, les lettres de noblesse du Comité paralympique et sa forme actuelle. Et lorsqu'elle me téléphone fin d'année dernière, elle m'annonce sa démission du Comité paralympique. Et me dit que selon elle, en fait, j'aurais le profil requis pour prendre sa succession et donc pour me présenter à la présidence du Comité paralympique. J'étais pas loin de tomber de ma chaise, pour être honnête, quand elle m'en a parlé. Ça a amené énormément de questionnements, dont la plupart que tu as soulevés, le fait que je sois encore athlète, le fait que j'ai déjà un métier à côté, le fait qu'on était à 1 an des Jeux, que j'avais vraiment besoin de me concentrer sur mon entraînement. C'est pas un secret, j'ai aussi des projets de vie personnelle, puisque j'approche la trentaine et que voilà, j'ai aussi envie de construire ma vie de femme. Donc finalement, tout venait se bousculer. Mais derrière, il y avait un projet magique, un projet pour le mouvement paralympique. Un projet pour des gens qui comptent pour moi, un projet pour un mouvement qui est important pour moi dans une temporalité qui était unique, qui était celle de Paris 2024. Et finalement, au travers de différentes discussions avec Emmanuel, avec des personnes de la Fédération française handisport, avec les différents membres du conseil, avec les membres de l'équipe en place, et j'ai fini par prendre la décision, de tenter cette aventure-là, en faisant confiance à l'équipe qui serait en place et en étant consciente effectivement que sur l'année 2018-2020, ce serait pas forcément idéal d'avoir la double casquette, mais en tout cas que par la suite, ça me permettait de me lancer sur un poste que je ferais à plein temps puisque j'arrêterais ma carrière en 2020. Voilà, donc une très belle aventure, mais qui est aussi en fait une forme de continuité de l'engagement associatif. Donc effectivement dans une forme plus bureaucratique, puisque je vais moins sur le terrain. Mais je pense que j'étais prête finalement à rendre cette casquette de terrain que j'ai occupée pendant de nombreuses années pour aller sur une fonction un petit peu plus éloignée, mais en tout cas qui a pour vocation de travailler pour le même public. D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, à quoi ressemblent un petit peu tes journées ? C'est plus du management, peut-être. Je sais que ce midi, tu avais un déjeuner assez important. Est-ce que aujourd'hui, comment sont composées un petit peu tes journées avec le sport ? Il y a beaucoup déjà d'interactions avec l'équipe en place, l'équipe du Comité paralympique. Alors contrairement à ce qu'on pense, qui n'est pas une grosse équipe, puisqu'on aura à l'échéance de septembre 2019 8 personnes salariées au siège du Comité paralympique, et petit à petit on va se déployer en région. Donc fin 2020, on devrait être une vingtaine de salariés. Donc ce qui n'est pas non plus une grosse équipe au regard de la mission qui est celle du Comité paralympique. Donc voilà, beaucoup d'interactions, de proximité avec les différents champs de compétences et des personnes présentes, beaucoup de représentation et du mouvement paralympique dans des réunions, que ce soit à l'Agence nationale du sport, que ce soit avec Paris 2024, dans les instances vraiment qui actuellement font bouger le mouvement sportif, et puis aussi du travail sur des sujets de fond et de discussion avec les membres de l'équipe pour vraiment faire avancer et permettre aux fédérations d'être les mieux équipées possibles, à la fois pour créer de la performance, mais aussi pour créer du développement des pratiques. Parce que c'est aussi ce que j'aime en fait dans cette mission-là, c'est qu'on n'est pas axé uniquement sur l'élite ou les Jeux paralympiques. L'idée, c'est aussi de créer les meilleures conditions d'accès à la pratique sportive. Et quand bien même les gens veulent en faire un loisir, c'est aussi une des ambitions du Comité paralympique d'accompagner ces personnes-là et de faire en sorte que dans les fédérations, il y ait de la place pour ces jeunes ou ces moins jeunes, pour le sport loisir, même en situation de handicap. Donc c'est ça qui est vraiment très beau. Ça commence souvent par là d'ailleurs, le sport loisir, je veux dire, c'est un petit peu la base du plaisir, le plaisir des enfants, c'est comme ça qu'on fait les futurs champions de demain, et du coup c'est une très belle mission. L'interview arrive à sa fin, et du coup juste avant, je voulais quand même te demander si quelqu'un a envie de pouvoir un peu mettre un petit peu la main... comment on dit, la main, la patte ? Oui. Si quelqu'un a envie d'aider un petit peu ton mouvement, le mouvement paralympique, qu'est-ce qu'il peut faire de manière très concrète et très simple pour soit avec, je sais pas, beaucoup de temps, soit avec très peu de temps, comment est-ce qu'on peut s'impliquer et apporter sa pierre à l'édifice ?
Alors quand on n'a pas beaucoup de temps, j'ai envie de dire simplement déjà d'en parler, de le considérer, simplement en fait de connaître le mouvement, de le regarder, d'en parler, de s'y intéresser. Pour nous, c'est déjà une très bonne chose parce qu'on voit que voilà, les gens le connaissent pas encore forcément, connaissent pas encore très bien nos sportifs, et on a vraiment envie que ce mouvement il soit connu, il soit reconnu, parce qu'il y a vraiment de très très beaux athlètes de haut niveau qui s'investissent comme des athlètes de haut niveau au même titre que des sportifs valides, et on a besoin de cette communauté qui nous suit, qui nous encourage pour faire grandir le mouvement, et encore une fois pour après avoir développé cette question du sport pour tous et du sport santé. Et pour les personnes qui ont un petit peu plus de temps, c'est de l'investissement dans le mouvement au travers des clubs, de nos fédérations, au travers des sections qui sont présents dans les différents clubs. Ça peut être aussi au travers du tissu associatif qui finalement nourrit énormément le sport paralympique qui a du mal à trouver des fonds. Donc on a vraiment un tissu associatif qui est très riche et qui nous accompagne. Donc voilà, ça peut être du bénévolat, de l'investissement. Et puis pour tous les chefs d'entreprise, j'ai envie de vous dire que le mécénat et le sponsoring existent. Ouais. Et notre mouvement en a vraiment besoin, que ce soit au niveau des fédérations, des athlètes. Voilà, okay. C'est un besoin. Il y a un endroit où on peut retrouver tous les clubs justement qui accueillent des sportifs handisport. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a un très bel outil qui est développé par le ministère qui va regrouper en fait l'ensemble des clubs et associations qui accueillent des personnes en situation de handicap, toutes formes de handicap confondues, donc ce qu'on va vraiment appeler les pratiques parasportives. Et cet outil s'appelle le HandiGuide. Donc actuellement, il est toujours actif, il est en train d'être rénové, et sur la nouvelle version, donc on aura bien l'ensemble des sections, des clubs et des associations qui seront en capacité autour de chez soi d'accueillir, qui sont des structures handi-accueillantes. D'accord. Bon, on encourage tout le monde à aller jeter un coup d'œil au HandiGuide et d'essayer de passer le plus de temps dans sa télé pour les Jeux l'année prochaine à Tokyo. Ça fait déjà 2 belles missions. Du coup, je crois que j'arrive à ma toute dernière question que je pose d'habitude à tous les invités. Quelle est la ou les prochaine personne que tu souhaiterais écouter sur le podcast? Alors moi, là pour le coup, je vais choisir quelqu'un qui est très proche de moi. D'accord. Parce que voilà, c'est tout naturellement, c'est son visage qui m'est apparu quand il y a eu la question. Pourquoi j'ai choisi cette personne-là? Parce que c'est une personne qui, moi, a changé ma vie. C'est une personne que je trouve trop peu connue par rapport aux valeurs qu'elle dégage et au bien qu'elle fait pour le mouvement paralympique. Et cette personne est Nanteunin Keita, et j'en dirai pas plus parce que je pense que elle aurait beaucoup de choses à vous dire et qu'elle gagne vraiment à être connue par la fraîcheur et l'enthousiasme qu'elle dégage. Bon, écoute, je manquerai pas de la contacter, je crois, en sortant de ton bureau. Je lui enverrai un petit message de ta part. Merci beaucoup, Marie-Amélie, pour cette petite heure qui fut très enrichissante. Où est-ce qu'on peut te suivre et où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Où est-ce qu'on renvoie les auditeurs? Alors sur le site France Paralympique, sur tous les réseaux sociaux du comité paralympique, donc voilà, France Paralympique qui est présent et qui permet de relayer l'ensemble des actualités de notre mouvement. Et puis sur mes réseaux personnels, voilà, les différents réseaux sociaux qui peuvent exister, même si je suis pas très active parce que souvent sur le terrain ou en réunion. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de partager mon quotidien avec les gens qui m'accompagnent. Et encore une fois, les petits messages qu'on reçoit peuvent paraître anecdotique, mais dans les moments difficiles où voilà, quand on se lève très tôt et qu'on est très fatigué, d'avoir des témoignages de soutien, c'est aussi ce qui nous permet en fait de savoir pourquoi on est là et pourquoi on avance et pourquoi c'est si dur. Bon super, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode pour que les gens puissent suivre ton actualité. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt Marie-Amélie. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes encore ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors pensez à vous abonner et à lui donner une note sur Apple Podcast ou iTunes. J'ai mis les différents réseaux sociaux de Marie-Amélie en description afin que vous puissiez retrouver les différentes choses dont on a parlé. Je vous remercie encore une fois pour votre temps et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec un extraterrien. Ciao!